Hola, buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Bueno, no ha sido un día, con el calor quiero decir, no ha sido un día muy fácil para nadie, me imagino. Yo voy a tratar de hacer una introducción muy breve con François, porque de François yo podría hablar mucho, nos podríamos alargar. Entonces prefiero hacerlo corto para poder dar paso pronto a la conferencia. Con François tenemos un conocimiento, una amistad de hace 10 años, en el año 2009. Y esa colaboración y ese diálogo intelectual ha dado un resultado tanto en París como en Santiago. La participación de François y la mía también en el coloquio, en seminarios intensivos. François ha dictado seminarios intensivos en el programa doctoral, en posgrado en general. Hemos organizado un coloquio en torno a la obra de François Soulages. Hemos participado en comisiones de tesis. De hecho, François ha recibido en París algunos de nuestros doctorandos. Nos muestra un botón aquí nuestro amigo Carlos, que ha estado durante un tiempo en París 8. De modo que desde el año 2009 hasta el año 2018 François Soulages nos ha visitado varias veces, y yo creo que eso es también un valor, mantener esa colaboración, ese lazo, estrechar ese lazo, buscar maneras de seguir profundizando en temas. Y bueno, quiero pensar también que la propia reflexión de François se ha nutrido de ese diálogo para continuar el mismo, autónomamente, su pensamiento. Le he pedido a Carlos que haga una muy breve reseña biográfica de François, porque de lo contrario yo me podría extender demasiado, así que le voy a pedir ahora a Carlos que lea muy brevemente el resumen, digamos, de lo que ha sido la trayectoria hasta ahora de François Soulages. Hola a todas, a todos. Gracias a Rodrigo. Este resumen lo hizo él, me hizo todo el trabajo. François Soulages es filósofo y un teórico de la fotografía y de la cultura visual de reconocimiento internacional. Se desempeña como catedrático en la Universidad París 8 y el Instituto Nacional de Historia del Arte de París. Es director del Laboratorio de Unidad de Investigación EA 4010, Arte de las Imágenes y Arte Contemporáneo, del equipo de investigación estética, práctica e historia del arte, del programa de máster, fotografía y arte contemporáneo, y del grupo de investigación, filosofía y estética de imagen. Así también es creador y director del importante grupo de investigación latina, internacional, investigaciones estéticas y teóricas sobre la imagen nueva y antigua, que articula un trabajo colaborativo internacional en Europa, América Latina, Magreb y Asia. Asimismo, es creador y director del grupo de investigación europeo Europa Contemporánea y Arte Contemporáneo, corresponsable del Colegio Icónico del Instituto Nacional Audiovisual en París, corresponsable del Café Filosófico Imagen y Cuerpos en París. Además, François Soulages dirige las colecciones La Imagen y las Imágenes en ediciones Grinzig y ediciones Lamartine, las colecciones local y global y ellos en sus 6 series. Fotografía, retina, Group A2, Group Post, Colección, Creación. Es autor de una treintena de libros sobre filosofía y contemporaneidad estética, arte, imagen y fotografía, publicados tanto en Francia como en el extranjero. Su libro Vera Chávez Barcelós, Obras Incompletas, de Porto Alegre, del 2009, ha obtenido en 2010 el premio Azorianos a la mejor publicación de arte de 2009 en Brasil. A esto tengo que agregar como testigo de que Soulages, así como Rodrigo, son investigadores y profesores de una generosidad ejemplar, tremenda, con sus estudiantes y su equipo de investigación. Así que muchas gracias por estar acá. François, tire yo tú. Estás en tu casa.
Excusez-moi de ne pas parler en espagnol, je suis très mauvais et très complexé pour les langues étrangères. Je tiens d'abord à remercier très vivement notre cher Rodrigo Zuniga, que je connais depuis plus de 10 ans, et avec lequel je mène une collaboration effective, c'est-à-dire un travail réciproque où on s'entraide et on construit quelque chose à deux, ce que l'on ne pourrait pas faire seul. Et ce travail est régulier, au moins une fois par an, soit parce qu'il vient à Paris, soit parce que je viens à Santiago, soit parce qu'une publication qui a lieu en Europe ou une publication qui a lieu en Amérique latine, nous y participons tous les deux. Et c'est quelque chose de très important. Deuxièmement, il y a une régularité dans la production des livres de recherche que nous avons fait ensemble. Chaque année, en gros, nous faisons un livre et, entre autres, Rodrigo a publié un certain nombre de livres en français dans ma collection et c'est pour moi non seulement un honneur, mais une grande joie, envisageant la recherche théorique comme étant habitée aussi par une amitié entre les gens quand c'est possible. Donc merci très sincèrement, Rodrigo, d'avoir organisé cela. Le deuxième point que je voudrais dire, outre remercier notre jeune ami qui a eu la gentillesse de faire l'introduction et que j'ai connu à Santiago et à Paris, j'aimerais donner un cadre à cette parole de ce soir. Rodrigo m'a dit « Tu parles de ce que tu veux ». Or, demain et après-demain, nous faisons un colloque sur l'extériorité. Et ce colloque est le troisième colloque qui est mis en œuvre sur l'extériorité, auquel a participé Rodrigo, même si nous avons lu son texte parce qu'il n'était pas là présent. Et j'ai pensé avoir une autre approche de l'extériorité encore ce soir. Voilà. J'aimerais dédier ce texte à quelqu'un qui est hospitalisé, donc qui s'appelle Cécile Girousse, et auquel je pense ce soir. Le titre de ma conférence est donc « Le monde de l'art et l'extériorité du monde ». Je partirai d'une citation du philosophe français Paul Ricoeur. « L'espace fait la disgrâce, il est l'extériorité menaçant l'intimité. » Et cette citation s'oppose à celle que m'a écrite avant-hier Pierre Baumann, à qui j'écrivais « Nous avons peu de temps » et qui m'a répondu « Mais nous avons tout l'espace et toute la mobilité. » L'extériorité pour le sujet, pour le monde, pour l'art, est comme un peigne pour un chauve. Pour le sujet, pour le monde, pour l'art, l'extériorité est-elle une menace ou bien un enrichissement? Est-elle un obstacle ou bien une condition de possibilité? L'extériorité comme condition d'impossibilité du comprendre est-elle condition de possibilité de l'art? Mieux, condition de nécessité pour l'art. Je veux dire par là, est-ce qu'il ne faut pas être face à une extériorité pour être pris par un désir d'art? En dernière instance, n'est-elle pas au cœur de l'art? N'est-elle pas ce cœur à travailler, à explorer, à exploiter? Quelqu'un pourrait dire, mais c'est l'intériorité qui compte.
je fais mon autoportrait, mon autobiographie. Mais si tu fais ton autoportrait, si tu t'intéresses à ton intériorité, c'est peut-être parce qu'elle est extériorité. Autrement, tu ne continuerais pas, tel Rembrandt, à faire un autoportrait. L'art est-il, doit-il être sans extériorité? Donc alors, art pour art, jeu de forme et de matière, qui non seulement ne renvoie qu'à lui-même, mais ainsi interdit le problème du sens. Le sens de A renvoyant toujours à un autre que A, à une extériorité pour A. Le problème de l'être et le problème de l'existence. Ou bien est-il confrontation problématique et artistique, formelle et matérielle, mais aussi existentielle et non artistique à l'extériorité? Bref, penser les rapports art et extériorité. Et on pourrait tester cette hypothèse en se confrontant à l'œuvre de Matta ou de Pistoletto. N'est-ce pas interroger les rapports entre structure et sens, totalité et infini au sens de Lévinas? Qu'en est-il donc des rapports entre le monde de l'art, monde peut-être fermé, et l'extériorité du monde? Sachant que l'extériorité peut être non seulement spatiale, mais aussi temporelle, non seulement physique, mais aussi métaphysique, non seulement historique, mais aussi méta-historique, sans oublier l'extériorité, non seulement éthique, mais aussi morale. En tout cas, si l'extériorité offrait non pas un méta, mais au moins un modèle pour accueillir un potentiel méta, l'art pourrait être repensé à partir d'une extériorité conçue comme richesse et métamorphose, et non comme menace et obstacle. Les enjeux étant non tant les œuvres mêmes que notre rapport possible à ces œuvres, et à partir de là, à notre existence, à notre existence, à notre rapport au monde, à notre rapport à l'infini. Il en va peut-être, et pour l'art et pour la philosophie, d'un exercice et d'un horizon de volonté et de liberté. La première approche sera d'ordre théorique, la deuxième sera d'ordre poétique. Donc, approche théorique. Premièrement, de la menace à la révélation grâce à la protestation. La réalité me blessait, écrivait Salvatore Dali. C'est vrai que l'extériorité peut être redoutée par l'artiste, mais plutôt que menace, le recours à l'extériorité est d'abord protestation. Relisons Calvin, il y a près d'un demi-millénaire.
il nous faut regarder autre chose que l'extériorité des cérémonies, écrit-il. L'extériorité est alors conçue comme l'apparence que Pascal relie massivement et problématiquement à l'extérieur. L'image, l'étiquette des choses. Elle se distingue de leur intériorité. Elle est le contenant contre le contenu. Elle est la frontière de l'objet et ce qui empêche d'accéder à son être. Elle est peau, mais non cœur de l'objet. Elle est corps et non l'âme. Et c'est le cœur, l'âme, l'essence qui importe. Et pourtant, elle est forte et puissante. Montesquieu écrira 2 siècles après, lorsque le culte extérieur a une grande magnificence, cela nous flatte et nous donne beaucoup d'attachement pour la religion. En bon hegelien, je mettrai dans la même optique religion, art, tout en indiquant les différences. La problématique est peut-être au départ religieuse. On commence par le temple, on poursuit par la contemplation artistique. C'est donc une problématique et un distinguo baroque qui oblige Calvin à critiquer l'extériorité des cérémonies et par là même, comme un néoplatonicien, à critiquer les arts ou les représentations. Tout cela n'est qu'extériorisation qui ne fait que de nous entretromper. Un siècle après, Descartes, le grand Descartes, se confronta au problème de l'extériorité et par la question de l'existence du monde extérieur et par là, par l'idée d'infini, par l'interrogation philosophique sur le baroque et le classicisme. Mais la critique d'un certain usage de l'extériorité par Calvin pourra déboucher sur la critique même non seulement des images, modalité nouvelle de la querelle de la fin du millénaire précédent des iconophiles et des iconoclastes, mais aussi des cérémonies, extériorité génératrice d'extériorité perturbatrice, faisant oublier l'être au profit d'un paraître indépassable. La question de Calvin et des iconoclastes est la question que nous pose la télévision et Internet. Comment dépasser l'image? Comment nous confronter non pas à des images rassurantes, mais à une extériorité inquiétante? Mais peut-on dépasser le langage et le signe? Peut-on dépasser l'extériorité? Par exemple, la musique est-elle extériorité ne renvoyant qu'elle-même ou bien extériorité intentionnelle visant un sens et une extériorité de cette extériorité première? Il en va de même pour les autres arts. Peinture avec le spirituel dans l'art de Kandinsky, théâtre avec le paradoxe du comédien de Diderot, architecture, installation, littérature, photographie, et l'on pourrait penser à l'œuvre de Bernard Goethe, sans oublier le nouveau roman. Ce recours à l'extériorité est donc une protestation mettant en avant l'intériorité. Mais qu'est-ce que l'intériorité? Un type d'art est alors appelé, opérant un double dépassement, celui de l'apparence de l'objet pour accéder à son être spirituel même, et celui de l'utilité du sujet pour accéder à son être artistique et esthétique même. Le face-à-face avec l'œuvre n'est alors qu'un face-à-face avec deux essentiels révélés par ce face-à-face même, à savoir l'essence de l'objet artistique et l'essence du sujet humain particulier, mais
porteur d'universel, écho au face-à-face lévinassien ou au face-à-face avec Dieu. Est-ce à dire sans médiation? C'est ce que pensa et vivra Dietrich Bonhoeffer pour la foi. Ce pasteur en mourra en martyr le 9 avril 1945 au camp de concentration de Flossenbürg, après avoir affirmé un christianisme sans religiosité, sans extériorité cérémoniale, peut-être parce que les cérémonies avaient trouvé à cette époque-là leur héros en Hitler et ses croyants, ses artistes et ses maîtres de cérémonie. On pourrait le dire pour bien d'autres pays et d'autres moments d'histoire. Peut-on en conséquence avoir un art sans artériosité, sans monde de l'art, sans extériorité à l'art? L'œuvre et le sujet sortent donc de leur autoposition et sont submergés par le problème de l'extériorité. Et si l'on acceptait d'être submergé par l'extériorité même? Car l'extériorité, c'est un séisme et un tsunami. Deuxième point, l'artistico-théologique. L'extériorité caractérise ce qui est extérieur. Mais y a-t-il un extérieur en soi, ou bien est-il toujours relatif à quelque chose? Le mot extérieur vient du mot latin exterior, qui signifie plus en dehors. L'extérieur est donc doublement relatif. D'une part en fonction du couple dedans-dehors, qu'il pose et impose, est si évident qu'il y ait un dedans et un dehors. Pourquoi ne pas concevoir l'ensemble comme un tout sans dehors ni extérieur? D'autre part, ce mot indique des degrés de et dans l'extériorité, donc des relations entre ces extérieurs. Est-ce au point que des extérieurs soient tellement extérieurs qu'ils soient inaccessibles, ou bien en rendant inaccessible tout extérieur mieux l'extérieur? Là encore, on retrouve l'alternative relative absolue, qui pourra nourrir des fables différentes de l'art, pensées comme en relation à quelque chose, ou bien comme radicalement absolue, donc séparée, donc sacrée. Le sacré, c'est la séparation. L'extériorité nous confronte à l'artistico-théologique. Dès 1447, l'extérieur est pensé comme un hors de quelque chose ou quelqu'un. Mais qu'en est-il d'un hors du sujet? Est-il encore en lien avec ce sujet selon d'autres modalités? Vous comprenez comme moi que le hors-sujet est le problème du sujet. D'un côté, l'extériorité désigne-t-elle une absence de rapport ou un rapport spécifique? Et si c'est un rapport spécifique, n'est-ce pas un rapport paradoxal, à savoir un rapport qui se caractérise par sa possibilité ou sa réalité de non-rapport? Comment est-ce pensable, voire même représentable? Tout le problème de l'extériorité est là. Peut-on la penser? L'extériorité s'impose, et peut-on la penser? Et c'est conséquemment tout le problème de l'art qui est là. Car ce dernier, l'art, est alors cette pratique et cette catégorie d'objets qui sont à la fois sans rapport avec les existants et en rapport avec l'existant. Pistoletto sans rapport avec l'existant et en rapport avec l'existant.
eu égard au problème du sens. Un roman est ainsi sans rapport avec la dite réalité, mais lié avec cette réalité, même un nouveau roman. D'un autre côté, le hors du sujet est relié au sujet par le sujet pensant, imaginant ou actif. Il désigne à la fois l'extériorité et le hors-sujet, mais ce hors-sujet, frappé d'extériorité, est pourtant, étonnamment, paradoxalement, intégrable au sujet, au point que c'est la notion de sujet elle-même qui explose dans sa tranquille unicité et intégrité, et se doit d'intégrer, pour être pensable, la notion d'extériorité et l'imposition d'extériorité. Cette notion joue un rôle perturbateur, comparable à celui que joue la notion d'inconscient, justement pour la notion de sujet. Un siècle après, 1541, le mot extérieur vise ce qui ne correspond pas à la nature profonde du sujet et par la même fonde indirectement en creux cette nature profonde. L'extériorité garantit ainsi l'intériorité de façon philosophique et théologique, faisant le distinguo entre ceux qui ne voient que l'extériorité, les pauvres hommes, et celui qui peut découvrir l'intériorité, Dieu. Dieu relaie le philosophe du connais-toi toi-même. Dieu sera peut-être relayé par l'artiste, le voyant de Rimbaud. Relais du philosophe qui cherchait à dépasser l'extériorité pour atteindre l'intériorité et apprendre à mourir. Le connais-toi toi-même, ce n'est pas un mouvement qui va vers soi, c'est un mouvement qui part d'un soi qui se confronte à l'extériorité et se confronte après à l'intériorité. L'extériorité est donc du côté de la vie superficielle et l'intériorité de la mort et du jugement dernier. Il n'y a de jugement que dernier. Et l'artiste tentera de prendre le relais du philosophe et de Dieu en visant l'intériorité à partir de l'extériorité, tel Picasso en 1906 avec le portrait de Gertrude Stein. L'intériorité de cette femme devra correspondre à l'extériorité du portrait, différente de celle du corps du modèle. Gertrude Stein, devant son portrait, dit « Je ne le reconnais pas » et Picasso lui dit « Maintenant, il va falloir essayer de ressembler au portrait. » Renversement de la problématique de Dorian Gray. Le propos théologique de Pascal peut alors être laïcisé par l'artiste critique contemporain. Je cite, « Vous accordez aux hommes l'effet extérieur et matériel de l'action et vous donnez à Dieu ce mouvement intérieur et spirituel de l'invention et par cet équitable partage, vous alliez les lois humaines avec les divines. » Allier les lois du sans-art avec les lois artistiques. Bref, la notion d'extériorité a alors en art une fonction critique et poétique. Elle est au moins autant heuristique qu'héristique. Dans cette perspective, l'art peut se donner comme tâche de déconstruire ce type d'extériorité. Troisième vague, l'effroi et le sublime. La réflexion de Lévinas dans son essai sur l'extériorité offre un point de vue instructif sur le problème. Le philosophe distingue la totalité de l'infini, dans la mesure où la première, la totalité, ne peut ni résoudre ni penser le problème de l'extériorité, car rien n'est extérieur à la totalité. On pourrait même parler de totalitarisme de la totalité, alors que l'infini l'accueille et le présuppose. L'art doit donc être un entretien infini avec l'infini. Si l'on reprend les expressions de Blanchot, un travail sûr et une ouverture à l'extériorité.
Il se nourrit de ce qu'il n'est pas, à la différence de l'artisanat. Citation de Blanchot. La littérature dépasse le lieu et le moment actuel pour se placer à la périphérie du monde. Faire un autoportrait non pas narcissiquement autocentré, mais à la périphérie de l'intériorité. Faire un autoportrait habité par l'extériorité. L'extériorité en tant que partenaire de l'art est le monde infini et l'infinité des êtres, mais aussi l'infinité de l'histoire de l'art, des arts et du monde. On pourrait reprendre les thèmes de Coiré, du monde clos à l'espace infini. Alors, d'abord, cela pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe avec Copernic. On découvre l'extériorité et on bascule dans le tragique et l'effroi. Pascal nous montre en affirmant le silence de ces espaces infinis mais frais. Et cette phrase de Pascal produit du microscope et du télescope, l'infiniment petit et l'infiniment grand, qui se pose et s'impose contre la grandeur infinie de Dieu pour un croyant comme Pascal. Nous pourrions la reprendre face à l'infinité d'Internet. Relisons la phrase de Pascal en pensant à Internet. Le silence de ces espaces infinis mais frais. Internet nous fait toucher à l'infini. Mais il y a, vous savez, la phrase de Flaubert, ce qui est le plus infini, c'est la bêtise des hommes. Et c'est donc face à cette infinité de la bêtise, donc de la nôtre, que l'effroi, le tragique, se met en place. L'extériorité de l'espace est infiniment plus effrayant que l'extériorité ou le silence de Dieu, car il n'y a rien à entendre, aucune bonne ou mauvaise nouvelle. Internet ne nous donnera jamais une bonne ou une mauvaise nouvelle. Comme le dirait Brigitte Fontaine, rien que du silence. C'est une expérience de la saisie impossible de l'extériorité. L'extériorité traumatise le sujet par sa double infinité, infiniment grand et infiniment petit, infinité du temps, infinité de l'espace, et pour ce dernier couple d'infinité, Kant produira les antinomies de la raison pure, mais sortirons-nous pour autant plus rassurés? Et c'est justement le même Kant qui accomplira le couplage de la notion de beauté, qui ne joue pas avec l'extériorité. Tout poème est brillant de sa propre beauté, affirme Boileau au XVIIe siècle, à celle du sublime qui est frappé par l'extériorité, comme avait pu le pressentir Lucrèce dans son fameux Suave Marie Magno, remplaçant la séparation précédente entre les pauvres gens et Dieu par la séparation entre les hommes qui vont mourir et ceux qui les regardent, reprenant la coupure esthétique du théâtre et du cirque romain entre les acteurs et les spectateurs, la scène et la salle, le ça a été joué, le ça a été. Or, le sublime est la conséquence de l'extériorité, pas forcément absolue, mais nécessairement radicale.
Et le troisième infini de Teilhard le Chardin, l'infiniment complexe, ne supprime pas cette extériorité, il la multiplie, même si l'auteur dédramatise le problème de l'extériorité, la messe sur le monde n'est pas la tragédie du monde. Bref, en le vidant de son contenu non seulement tragique, mais aussi bien sûr existentiel. Le vendredi saint annonce la résurrection. Il n'est pas vécu en soi, l'extériorité est intentionnelle et non jésuite, et non tragique. Cette conception jésuite du christianisme est peut-être sa négation, car le Christ ne se disait pas sur la croix « c'est pas grave, en 3 jours je suis ressuscité », mais « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'abandon étant la queue de comète de l'extériorité. Ainsi, si de l'infini on peut ouvrir chez Pascal une extériorité apaisée du beau, elle peut, avec Pascal, engendrer l'extériorité tragique du sublime, serait-ce le retour du couple classicisme baroque. Quatrième vague, l'amour. De façon étonnante, Lévinas part de la guerre qui, comme la politique, suspend la morale. Elle instaure un ordre à l'égard duquel personne ne peut prendre distance, rien n'est dès lors extérieur. La guerre s'empare de tout. Elle est totalité. En conséquence, rien ne lui échappe. Chaque sujet est assujetti à elle. L'écart, le pas de côté, la distance, le recul, la liberté, la réflexion, l'extériorité ne sont plus possibles. Tout devient élément de la totalité. La guerre ne manifeste pas l'extériorité et l'autre comme autre. Elle détruit l'identité du même. Sans extériorité, pas d'identité, pas de singularité, pas de particularité, pas d'intériorité, pas de subjectivité. Donc pas d'intersubjectivité et pas d'interhumanité, et donc pas d'art. Mais parfois, l'art peut désirer être total. Y gagne-t-il en fait quelque chose par ce désir d'absolue soumission? C'est tout le problème de l'extériorité de l'art. Sans extériorité, le chef-d'œuvre est à son comble. Mais se posant comme totalité, il fonctionne comme un monde autiste qui oublie le monde, qui ne se confronte pas à son extériorité, ne serait-ce que celle du temps futur et même du temps passé. Il n'est plus dans un dialogue infini et infinissable avec le reste, avec l'extériorité du reste. Et le reste, c'est parfois nos morts, ou celui qui est mort en nous. Il faut se confronter au problème de la 6e méditation métaphysique de Descartes. Qu'en est-il du monde extérieur? La physique ne peut faire l'économie de la métaphysique, même si cette dernière n'apporte que problème et non réponse. L'art ne peut faire l'économie du méta-artistique, de l'autre de l'art, de son extériorité. Citation de Lévinas. L'aspiration à l'extériorité radicale, appelée pour cette raison métaphysique, le respect de cette extériorité métaphysique qu'il faut, avant tout, laisser être, constitue la vérité. Nouvelle version philosophique et artistique du problème théologique de Dieu et l'extériorité. Dieu aurait pu rester sans extériorité, mais dans la tradition judéo-chrétienne, il l'a créé. En créant le monde, Dieu a créé son extériorité, son échappée, la liberté de l'homme et conséquemment la puissance du mal. Apparemment, il s'est rabaissé en s'incarnant dans le plus fragile, le plus précaire et le plus souffrant. En fait, il s'est révélé et dévoilé à lui-même comme habité par l'extériorité, comme à la fois un et
doctrine, et comme à la fois Dieu et homme. Par l'expérience, l'épreuve, la passion de l'extériorité, il est apparu à lui-même comme Dieu, amour. L'amour comme effet du risque de l'extériorité. Et c'est pourquoi l'art et la physique doivent être attentifs à ce déplacement théologique, car ils montrent la richesse du choix de l'abandon lors du pari pour le commerce problématique avec l'extériorité, le choix de l'abandon. À l'ontologie de la guerre comme totalité s'oppose l'eschatologie de la paix messianique comme infinie pour Lévinas. Cela est vrai aussi pour l'art, la physique et Dieu. L'extériorité est un positif nécessaire, quoique problématique. L'extériorité est Messie, le Messie est extériorité, l'art peut être messianique. Soyons clairs, mon propos n'est pas un propos qui présuppose la croyance dans telle ou telle religion, mais j'analyse à la suite de Lévinas la tradition judéo-chrétienne pour produire un modèle pour nous aider à penser. Car l'eschatologie prophétique est relation avec un surplus toujours extérieur à la totalité, comme si la totalité objective ne remplissait pas la vraie mesure de l'être, comme si un autre concept, le concept de l'infini, devait exprimer cette transcendance par rapport à la totalité, non englobable, dans une totalité et aussi originelle que la totalité. Fin de citation. L'extériorité est alors le reste, repenser la perte et le reste, l'inassimilable, le surplus, le partenaire de tout ce qui n'est plus du tout possible, le dérangeant, le Socrate dont la question est en fait problème, le Socrate dont la vie est en fait mort, et c'est cette mort qui est problème, mais c'est la mort de Socrate qui nous alerte sur non seulement l'extériorité, mais sur notre vie même. Le non-englobable, car le globe terrestre n'est pas le monde, mais l'espace infini. Infini, car il y aura toujours une extériorité à ma position, à mon œuvre, à ma pensée. Si je suis artiste, mais même si je suis tortionnaire, la mise à mort de celui que je torture n'est pas son englobement. Quand je vais jusqu'au bout, quand je tue l'autre, l'autre est encore plus extérieur à moi, et la mort de l'autre est le couronnement de ma défaite. Exister, c'est justement faire le preuve de cette extériorité. Penser aussi, créer aussi. L'artiste doit le savoir. Prier aussi, le mystique le sait, pour lire Bonhoeffer. Le théorème de Gödel le démontre. Grâce à l'extériorité, exister, c'est exister. C'est créer. L'art est ainsi nécessairement convoqué. Or, nous savons que pour Lévinas, l'expérience du visage d'autrui est preuve de cette extériorité à la fois bouleversante et fondatrice. C'est l'expérience de la transcendance, citation. Une telle situation est l'éclat de l'extériorité de la transcendance dans le visage d'autrui. Le concept de cette transcendance rigoureusement développée s'exprime par le terme d'infini. Et je disais l'amour, mais l'on pourrait dire aussi l'amitié, un peu comme je le mettais au début de mon propos, en référence au magnifique travail que fait Rodrigo, la recherche aussi, comme confrontation à cette extériorité. Mais l'expérience de l'image de mon propre visage renvoie à un autre type d'épreuve de l'extériorité, à celle de l'inquiétante étrangeté dont parle Freud, car l'image du même, par sa différence et son enjeu existentiel subjectif, m'échappe et m'effraie. Je ne me reconnais pas dans mon image et pourtant je suis Freud.
le sujet confronté au hors-sujet. Mieux, l'extériorité me met hors de moi, comme en hystérie, comme au théâtre. C'est l'expérience du hors-là. Cette extériorité renvoie en outre à une non-reconnaissance possible, donc à une naissance imposée et inclassable, à un malheureux événement, au mieux à un étonnement. N'est-ce pas ce que peut vouloir viser une œuvre d'art? Être une cathédrale inachevée confrontée à l'extériorité, nourrie et affamée par l'extériorité, à la fois visée et inintégrable. Bref, est-ce qu'une œuvre d'art, ce n'est pas un objet qui vise à tutoyer l'infini? Citation. Dans l'idée de l'infini se pense ce qui reste toujours extérieur à la pensée. Il en est de même pour l'art. Reste ce reste à jamais irrémédiable. Cette pensée à la fois impensée et impensable. Cette œuvre à la fois finie et infinie, ouverte à l'infini, et ce infiniment sans que l'on puisse un jour la clôturer, même avec la mort. Et Flaubert d'écrire: je pense avec attendrissement aux êtres inconnus, à naître, étrangers, qui s'émeuvent et s'émouvront des mêmes choses que moi. Un livre, cela vous crée une famille éternelle dans l'humanité. Tous ceux qui vivront de votre pensée, ce sont comme des enfants attablés à votre foyer. Et parfois, nous avons l'impression d'être l'enfant attablé au foyer de Mata, l'enfant attablé au foyer de Pistoletto et de bien d'autres. Citation de Lévinas. Les êtres particuliers livrent-ils leur vérité dans un tout où s'évanouit leur extériorité? L'intime événement de l'être se joue-t-il au contraire dans tout l'éclat de cette extériorité? En tout cas, l'œuvre d'art est cet éclat de l'être et dans l'être, d'autant plus éclatant que se manifeste et brille son extériorité. Ainsi, l'œuvre est ce qui magnifie l'être, car l'être est extériorité. L'exercice même de son être consiste en extériorité qui est vrai dans un face-à-face, qui n'est plus entièrement vision, qui va plus loin que la vision. Fin de citation. C'est parce que l'œuvre est extériorité qu'elle permet un dépassement de la vision. C'est pourquoi la photographie ne se réduit jamais à la vision, ni au visible ou à l'invisible. Alors l'œuvre m'interpelle, m'appelle, me fait être. Citation. Son extériorité, c'est-à-dire son appel à moi, est sa vérité. La vérité de l'œuvre, c'est son appel à moi. Par l'œuvre, extériorité absolue, je suis appelé. L'immanence nécessaire est insuffisante. L'extériorité en est le symptôme, l'art en est la figuration. Deuxième moment de notre soirée, approche du problème de façon moins conceptuelle. Toi, oui, toi, tu es loin, très loin, extérieur. Tu les regardes, elles sont belles, ou plutôt, elles sont là, froides, les œuvres d'art. Peut-être chaudes, cela dépend de ton regard qui est là, qui te conduit à elle. Elle se transforme face à toi, elle se forme, mais elle s'efface aussi. Elle, toutes ces œuvres d'art. Et toi aussi, dedans, dehors, tu t'effaces. Tu es extérieur, extérieur au monde dans l'art. Toi, l'homme extérieur. Pourquoi as-tu tendance à dire qu'elles sont belles? La beauté est-elle extérieure ou bien retour au sujet, mystère de l'intérieur?
mystère de l'intériorité, mystère de l'extériorité. Elles sont où? Devant toi, et aussi sans toi. Difficile à imaginer. Ne sont-elles pas que des images sans face propre? Propre à quoi? À toi, à rien. Elles sont extérieures et tu les aimes. Et ce n'est pas encore du désir. Elles sont encore sans nom, sans leur nom, sans leur prénom. Tu leur parles, tu les prénommes, tu leur prêtes du rêve, tu leur donnes de la distance. Roi des fées, tu aimeras les avoir à toi, toutes. Et pourtant, il faudra choisir, se limiter, cadrer. La première, la dernière, une ou deux. Beaucoup, ce serait trop, car elles sont là, nombreuses, trop nombreuses. Amoureuse extériorité, pas sûre, peu sûre. Avant de les prénommer, tu leur parles. Les prénommer, les nommer, leur donner un titre. Attitrer l'extériorité pour l'apprivoiser. Avant de leur parler, tu les classes. Avant, extériorité. Comme le Dieu moteur d'Aristote, aimantation et ordonnancement. Et ordonner, c'est déjà rentrer dans le langage, dans l'histoire que tu raconteras, que tu voudrais raconter, intérieur. Même si cette histoire n'existe pas avant que tu me parles, même si cette pensée n'existe pas avant que tu me parles, silence, simplement regarder, même pas voir. Il faut encore attendre d'apprendre le stock, posséder la liste où tu choisiras. Choisir n'est pas fermer, mais ouvrir. On ne peut ouvrir à tout. Attendre. Puis un prénom avec elle, pour un brin de chemin, pour mieux les voir, pour mieux la voir, pour mieux la voir. Oui, oui, pour ne pas voir le réel, car le réel ne peut se voir. On ne voit que des images, l'image toujours extérieure, à la différence du fantasme. Et pourtant, ils sont là. Et toi ici, écart originaire, ici, là-bas, extériorité. Tu t'y prépares depuis longtemps, tu en as connu d'autres, beaucoup d'autres, tu les as mises en mots, mais tu ne peux te rappeler de toutes. Il y a les passantes qui n'ont fait que passer. Où sont-elles? Tu ne sais pas. Effacées de ta conscience et de ta mémoire. Peut-être dans l'inconscient, peut-être que parfois tu y rêves, peut-être que parfois elles habitent tes rêves par bribes, par détails, par gêne, par odeur. Il y a ces passantes effacées, trop extérieures et qui pourtant marquent ton regard et ton désir, ton accroche. Elles te font voir autrement celle d'aujourd'hui, elles te font aimer et pointer autrement. Un léger déplacement s'opère malgré toi, mais en toi, ton accroche. Lien entre intériorité et extériorité. Il faut encore attendre avant de t'y plonger. Il faut te retenir avant de leur parler. Regarder en toi pour mieux les voir. Pour mieux voir. Mais tu es extérieur à toi-même. Car crois-tu que tu peux les voir? Tu es prisonnier de ton histoire, soumis à ton point de vue. Te déplacer
face au passé, face au présent et même face à l'avenir, les choses difficiles, extériorité du temps. Et pourtant, autour de toi, les paroles se déversent, formant ce bruit de fond qui rassure, comme une radio branchée, comme Internet, elle, comme une télévision, en oubliant Nam June Paik, visage dévisagé vu de l'extérieur, tu aimes te retenir, tu aimes te devenir, tu aimes donc savoir que tu pourras ce jour sortir, partir, parler. C'est ta maîtrise à toi, homme de peu de foi. Savoir qu'alors à cet instant, ce sera à toi de mettre un nom sur cette face, à la faire être, en la faisant vôtre, car elle est ta rencontre avec l'extériorité. Double point de vue. L'originaire, celui qui fait image, le définitif, celui qui fait mot. Image des dires, mais aussi des dires des images, pas l'un sans l'autre, malgré les efforts. Là-bas, au loin, le vieux réel, elle, donc elle parmi elles, et encore. Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un avant que tu ne sois? Oui, il y a chose, il y a un, mais pas ce qui adviendra, pas elle, ni elle, rien qu'un trou noir, l'extériorité comme trou noir, donc tu arrives, et elle avec toi, elle autre, phénomène, image donc, elle parmi elles, ce serait important de le dire. Ce serait même nécessaire, elles sont plusieurs, et toi aussi, en histoire, et pourtant, une évidence. Toi, méfie-toi de toi, au moins autant que d'elles, parce qu'elles sont par toi, pour toi, à toi, mais aussi au reste des effacements, enterrements, mise en image, et puis ça continue. Le sens et l'emprisonnement. On n'emprisonne que du sens, on n'emprisonne pas l'absurde. C'est pourquoi il y a souffrance. L'ici qui veut être là-bas, elle qui veut un autre nom. Et c'est alors que le sens risque de s'anéantir. Emprisonner, c'est extérioriser. Au départ, à la limite, il n'y avait rien de mal. Tu croyais que c'était pour elle que tu la prénommais mieux que tout. Et toi, tu la rendais prisonnière. On en reparlera. Tu auras envie de l'écrire à l'occasion. Oh, donc ça continue. Réel, image, puis dire, des dires qui viennent la recouvrir. Et c'est pour cela que tu parles, que tu leur parles, que tu, ainsi, les classes, ainsi est-il. Parce que, pour que tu n'en aies pas la voix coupée, le souffle cassé, tu n'es plus sidéré, tu n'en as plus les yeux pleins, tu regardes sans gêne. La fable pourrait recommencer, en tout cas, le dédit s'avance, elle devient sage comme une image. Et si c'était toi, la télévision, serait-ce encore extérieur, aliénation? Parfois, tu n'as plus rien à dire en attendant le temps où tu devras et pourras dire. Et pourtant, il faut remplir. L'image est pleine et recouverte. Et tu ne sais plus quoi lui dire. Elle est là, toi aussi, c'est tout.
Cela peut même être le tout, sans extériorité. Face à elle, tu prétends être celui qui sait. On le prétend. Tout cela parce qu'on croit que tu sais. Et elle, comment réagit-elle? Qu'en est-elle de son savoir déposé en son fond? Et l'acteur, le mannequin, le torero, le danseur, à la fin du XVIIIe siècle, on fondait la corrida formelle au sud de l'Europe. Au nord, on inventait le romantisme. Au nord, la vie en jeu dans l'art. Au sud, la vie en jeu en vrai, d'où l'art de la corrida. En France, on créait la révolution, vie, mort, art aussi, mais en plus avec la prison. On utilisait aussi l'extériorité, l'exterritorialisation. Et toi, que vas-tu inventer face à elle? La lecture, l'écriture, la prison, la liberté, le noir, le blanc, la vie, l'art, le prénom, l'image, tu le sais. Ça risque de sentir le mauvais goût, le naïf, le mièvre. Et elles, comment agiront-elles? Comment réagiront-elles? Mais d'abord, dis-nous qui elles sont. Enfin, prénomme et décline, gonfle l'apparence du sujet. C'est ça, l'ambiguïté du sujet. Ne manque pas ta rencontre avec elle. À la longue, tu savais tout. Tu avais tout lu, ce qui avait été écrit à leur sujet. Quand quelqu'un avait un cadeau à te faire, c'était toujours un livre sur elle, et à la longue, avec l'âge. Tu savais, mais arrivais-tu à les penser, à les vivre? Tu es si extérieur à quoi, à tout. Tu aurais aimé avoir les yeux neufs du jeune matelot qui, pour la première fois, voit le soleil se lever à l'horizon, mais avec l'âge, à la longue, avec tous ses écrits. Tu auras aimé la voir. C'est pourquoi tu as invité l'autre, lui qui n'avait jamais vu, jamais lu. Tu n'as rien voulu lui dire, juste, je t'invite. Regarde, et ce que tu veux, fais-le. Et tu l'as regardé. De l'extérieur, tu l'as écouté, non comme un livre, mais comme un jeune matelot. Tu voulais qu'il se trompe pour rétablir une vérité, rétablir un désir, rétablir un langage. Parfois, ton savoir, tu es ton désir, tu es ton langage. Une surprise à rétablir face à l'extériorité. Une extériorité porteuse de sens, non prise, mais surprise du sujet, de l'ambiguïté, surprise de la pensée, envers de la maîtrise. Tu as inventé l'autre. Tu disais, ce serait important de le dire, ce serait même nécessaire. Tu disais, ce serait important de ne pas l'oublier. Ce serait important de ne pas la voler. Ce serait important de ne pas la tuer. Ce serait même nécessaire. Tu disais, ce serait important de bien la prénommer. Ce serait important de bien lui parler. Ce serait important de bien la recevoir. Ce serait même nécessaire. Et tu ne répondais pas. Et tu ne répondais rien. Au mieux, tu écoutais. Elle. Ce serait un écrit, rien qu'un écrit. Mais cet écrit, de l'extériorité, par lui, l'image entrerait en écriture. Alors, l'œuvre d'art ne serait pas extériorité définitive.
Il n'est pas à la beauté de votre origine que la blessure singulière, différente pour chacun, cachée ou visible, que tout homme garde en soi, qu'il préserve et où il se retire quand il veut quitter le monde pour une solitude temporaire mais profonde. L'art de Giacometti me semble vouloir découvrir cette blessure secrète de tout être et même de toute chose quand elle les illumine. Cette réflexion de Genet montre combien l'art a besoin d'extériorité et combien le prix à payer est fort pour l'artiste. À recevoir est fort pour l'artiste et aussi pour le récepteur. Ne l'oublions pas. Face à l'œuvre à créer, à recevoir ou à transmettre, l'extériorité, cette impureté qui peut être mortelle, nous délivre du risque de la psychose. Mais pour aller où? Vers le symbolique? Serait-ce suffisant? Vers l'imaginaire? Pourquoi pas? Vers le réel? Et si c'était vrai? L'extériorité du monde, pour le monde de l'art, peut donc être comme un peigne pour un chauve. Yo me di cuenta que estaba perdiendo el pelo el día que me vi en una foto. Fue una experiencia de exterioridad. Bueno, la presentación que acaba de hacer François, habrán alcanzado a observar que fue bastante completa, en el sentido de que quiso ofrecer una reflexión histórica también sobre el concepto de exterioridad, ligando elementos de la religión, de la literatura, de la filosofía, de la fenomenología. En cierta manera fue también una introducción a lo que será nuestro coloquio, comienza mañana, durante 2 jornadas, como ustedes deben saber, mañana a las 10 de la mañana, aprovecho de recordarlo. Comenzamos precisamente con François, con una primera comunicación, vamos a conversar un poquito también sobre algunas de las publicaciones. En síntesis, la conferencia de François tuvo esta entrada, como digo, histórica, conceptual y hacia el final, como él mismo la ha tratado de denominar, poética, ¿no? En el sentido de una metodología poética también para afrontar este inmenso problema de la exterioridad. La idea del coloquio justamente es que distintos artistas, pintores, artistas visuales, investigadores de literatura van a ofrecer visiones sobre el problema de la exterioridad. Esa es la idea del coloquio. Bueno, dado esta situación, ¿no?, de que se trató de una conferencia muy instigadora, que tiene distintos puntos de análisis, yo quiero en cualquier caso dar la palabra por si hubiera alguna pregunta. No sé cómo estaremos de tiempo, la verdad. No tenemos mucho tiempo, pero siempre hay espacio para alguna inquietud que se quiera plantear. Si hay preguntas, les voy a pedir que las formulen de una manera tranquila y calma para que la traductora pueda hacer una buena traducción. Sí, me haces. Sí. Que los chilenos hablamos demasiado rápido. Bueno, ¿hay alguna pregunta, intervención? Carlos. Gracias por la cantidad
tiene una enorme cantidad de referencias, se agradece enormemente, ¿no? Hasta donde entiendo, digamos, la tesis que está postulando estaría conceptos como, por ejemplo, el espacio o el cuerpo estarían encerrados en esta poética de la exterioridad, por decirlo de una forma, poética biológica de la exterioridad. Sin embargo, hay una referencia que me da vuelta, que es la de acerca del alma de Aristóteles. Hay una parte donde él va analizando cada sentido, ¿no? La vista, el oído, el olfato, y va identificando los órganos de cada sentido, y hay un sentido particular que lo retiene, digamos, lo trata más, ¿no? Y ese sentido es el tacto. Entonces ahí Aristóteles existe un poco más, ¿no? Y dice, bueno, el tacto tiene la particularidad de que el órgano del tacto es el cuerpo mismo, es la carne. Entonces llama la atención, y eso está en otros textos también de Aristóteles, donde compara los sentidos con los sentidos de los animales, de que uno puede ver como otros animales o escuchar como otros animales, pero no toca como otros animales. O sea, el cuerpo humano sería un cuerpo más débil, más sensible. Estaría así como entre medio. Mi pregunta tiene que ver sobre cómo entender ese cuerpo humano, ese cuerpo débil, dentro de esta poética de la exterioridad, ¿no? ¿Cómo leerías esa referencia que obviamente después da origen, ¿no?, al concepto de imaginación y a la importancia de conceptos de mediación, ¿no?, entre lo interior y lo exterior? Eso. Gracias. Merci beaucoup de nous renvoyer à Aristote. Il va de soi que je n'ai fait qu'aborder très rapidement la question de l'extériorité, ayant pris cette fois-ci comme guide, entre autres, Lévinas. C'est vrai que Aristote nous oblige à penser autrement l'extériorité que Platon. Pour faire très vite, on pourrait dire que Platon, par son approche intellectuelle avec les idées et les choses, va d'une certaine manière dédramatiser l'extériorité dans la mesure où le distinguo entre le sensible et l'intelligible, entre le monde sensible et le monde intelligible, permet de dépasser le problème posé par Héraclite et Parménide, et donc permet de réunir ce qui était séparé. Je m'explique, en faisant très vite, en étant très simplificateur. Pour Parménide, l'être est, et si j'ose dire, il n'y a pas d'extériorité. Pour Héraclite, au contraire, l'être n'est pas, tout est devenir, et tout est extériorité à autre chose. Tous coulent, pantarei, dit Héraclite. Et Platon arrive confronté à ces deux paroles qui semblent justes. Et il a l'astuce de dire, mais elles sont justes parce qu'elles ne désignent pas la même chose. Parménide désigne le monde des idées, et Héraclite désigne le monde du sensible dans lequel nous sommes. Il a donc une approche intellectuelle qui lui permet intellectuellement de ressouder les deux éléments et de supprimer l'extériorité. Alors que Aristote, son élève, va passer d'une conception intellectuelle, rationaliste, pourrait-on dire pour faire très vite, idéaliste, à une conception réaliste. Il va se confronter aux choses. Et il va donc non pas avoir comme modèle mathématique ce que Platon indiquait sur le fronton de l'Académie
nul n'entre ici s'il n'est géomètre, la mathésis universalis, mais être envoyé aux sciences expérimentales, à la biologie, au corps. On pourrait retrouver ces distinguos à l'époque du siècle dernier entre d'une certaine manière, je fais très vite, c'est pas si simple, Sartre, approche intellectuelle, Merleau-Ponty, notamment le dernier Merleau-Ponty, un autre type d'approche, beaucoup plus sensible. Et vous avez raison, les mots changent de sens et désignent autre chose. L'art n'est plus, pour Aristote, d'abord ce qui permet de penser, mais l'âme, dans son fameux « de l'âme », va nous dire que l'âme est au sens primordial ce par quoi nous vivons, percevons et pensons. Vous l'avez remarqué, pensons arrive en troisième position. Et il va penser l'âme en rapport au corps. Et donc, par là même, la notion d'extériorité sera différente. Rappelez-vous toujours, dans de l'âme, notre philosophe nous dit que l'âme est l'antéléchie du corps. Donc il y a un lien on ne peut plus étroit entre l'âme et le corps, et l'âme va dépendre du corps, à tel point qu'il ajoute même, si mes souvenirs sont bons, l'âme ne peut être ni sans le corps, ni un corps. Elle est quelque chose du corps. Elle est dans un corps d'une nature déterminée. Vous comprenez qu'en parlant comme cela, l'extériorité ne peut plus se penser dans un rapport de distance, mais il va, si j'ose dire, décentrer la conception des choses. Il n'y aura plus se connais-toi toi-même ou faisons un saut de 2000 ans, je pense dont je suis, mais il va y avoir une confrontation, j'allais dire aux choses mêmes, mais ce n'est pas dans une perspective phénoménologique, mais une confrontation à la nature même. Mais la nature, pour Aristote, c'est la physis. Non pas au sens où nous, quand on était enfant, on faisait de la physique, la science de la nature, mais dans la physis d'Aristote, c'est l'énergie. C'est ce que l'on reverra peut-être avec un Spinoza, nature naturante. C'est ce que l'on voit assurément dans Paul Klee, qui nous parle de la nature naturante et de la nature naturée. Et donc, quand Paul Klee nous demande de retourner au microscope et de voir ce qu'il y a dedans, et de comparer ce qu'il fait, lui, Paul Klee, avec ce qu'il voit dans le microscope, vous savez, le double décentrement de Paul Klee, pourrait-on dire, avec le microscope, et le voyage de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, etc., c'est pas tant pour dire qu'il y a des éléments qui vont être prélevés dans l'infiniment petit ou dans un pays autre que le sien, comme on irait prélever des éléments sur Mars ou sur la Lune, mais c'est pour dire qu'il faut faire attention à l'énergie, au mouvement. On voit donc qu'avec Paul Klee, à la suite d'Aristote, quand on va regarder une œuvre d'art, on va regarder le mouvement de cet objet immobile, le mouvement d'une œuvre. Je vais regarder non seulement le mouvement d'une œuvre en pouvant imaginer ou fantasmer la manière dont elle a été faite, comment un Pollock a pu faire son œuvre, si j'ose dire, ça passe encore avec Pollock, mais comment un Rothko a fait son œuvre, c'est déjà plus compliqué. Mais on est face à une réalité en puissance et en acte. Tiens, on retrouve les couples aristotéliciens et on pense autrement l'extériorité. L'extériorité de l'œuvre dans cette perspective-là est, pourrait-on dire, le potentiel de l'œuvre,
il y a cette œuvre, et il y a moi au travail avec cette œuvre qui va refabriquer quelque chose. Et alors là, on retrouve peut-être les animaux d'Aristote qui étaient pas inférieurs à l'homme comme ils pourraient l'être avec l'animal-machine d'un Descartes, ou peut-être aussi dans la perspective de notre cher Platon. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans la métaphysique, Aristote écrit « les animaux autres que l'homme ». Vous voyez, l'homme faisant partie des animaux, mais les animaux autres que l'homme vivent réduits aux images et aux souvenirs. Et qu'est-ce que nous essayons de faire souvent? C'est travailler sur les images et travailler sur les souvenirs. Eh bien, il ne participe que faiblement, dit-il, à la connaissance empirique, très bien, tandis que le genre humain s'élève jusqu'à l'art du raisonnement. Tout est dit ici. Est-ce que l'art du raisonnement va nous empêcher, va nous faire perdre cette approche que les animaux, nous en tant qu'animaux, nous pouvions avoir, cette saisie d'une extériorité que l'on va intérioriser, comme l'animal va être intériorisé à la nature, la fucide dont on parlait tout à l'heure, ou bien est-ce que donc on va perdre tout cela, ou bien est-ce qu'on va essayer d'articuler tout cela? Aristote ne donne pas de réponse, mais des artistes comme Beuys, comme d'autres artistes contemporains, vous en avez plein la tête, peut-être Mata et un autre artiste, va justement essayer de se confronter à l'extériorité. Non pas comme un animal qui est bête, avec le sens du mot français, qui n'aurait rien à dire, mais comme un animal qui cherche, comme un animal qui questionne. L'artiste, c'est peut-être cela, un animal aristotélicien qui questionne l'extériorité. Je dirais ça rapidement parce que votre question est trop profonde. Merci. No sé si habrá alguna otra pregunta que quieran plantear. On pourra, mais si jamais vous voulez, demain ou après-demain, je suis au colloque, on pourra bavarder ensemble. Madame. Valeria, sí, le compro el micrófono. Claro, hay que activar el micrófono para que la traductora pueda escuchar. Hola. Sí. Gracias por su presentación. Quería volver la reflexión. Quería retornar la reflexión al tema de la exterioridad en las imágenes digitales, en el contexto de Internet. Sabemos que hay muchos autores, ahora se me viene a rodillar a la cabeza, pero claramente ¿cierto? Hay muchos teóricos que hablan de la ausencia de contenido o incluso la ausencia de interioridad en las imágenes digitales, la ausencia de huellas, la ausencia de referentes. Quería saber si usted puede profundizar un poco en el tema de la exterioridad en ese tipo de imágenes. En lo personal tengo la impresión, y así también lo he trabajado en mi investigación, que siempre las imágenes e incluso las imágenes digitales tienen un potente vínculo con la subjetividad de los creadores, ya sean creadores artistas o personas comunes que crean estas imágenes, ya sea por un deseo de manifestar alguna subjetividad o un imaginario o un deseo o una representación de su propia corporalidad. Entonces, desde mi perspectiva, igual habría un vínculo potente en estas imágenes entre exterioridad e interioridad. Entonces, quería saber su opinión al respecto. Merci beaucoup. Qu'il y ait une dimension, qu'il y ait dans les images numériques produites depuis maintenant un demi-siècle
est généralisée depuis au moins un quart de siècle. Je crois que vous avez absolument raison. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il y aurait moins d'intériorité dans une image numérique que dans une peinture ou dans une sculpture la plus antique qu'elle soit. Cela est acquis et ce statut d'image peut nous permettre de voir les choses et de repenser à partir de là la question de l'extériorité. Je n'insisterai pas beaucoup dessus, l'ayant frôlé ou abordé en deux temps aujourd'hui, ayant voulu montrer qu'il fallait peut-être aussi pas simplement l'aborder comme un ordinateur, mais comme un être vivant. Toutefois, nous pourrions faire un double remarque. La première que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que par ces flux d'images, ces tombereaux d'images, il y en a beaucoup qui se croient originales alors qu'elles ne sont que des produits. Et que derrière la prétendue intériorité de celui qui fait l'image, il y a une sorte de fabrique sociale et culturelle de l'image. Et donc que l'on retrouve les mêmes banalités. Mais c'est vrai aussi en peinture. Et qu'est-ce qui est plus attristant qu'une exposition, par exemple, sur les impressionnistes américains? Oui, les Américains ont fait de l'impressionnisme, mais un peu comme mon boulanger fait aussi du pain, parce qu'on en faisait avant. Ça n'a, quant à l'histoire de l'art, aucun intérêt. Ça a de l'intérêt au niveau du développement d'un pays qui, depuis quelque temps, fonctionne comme empire et qui essaie d'avoir un empire sur le monde, mais ça n'a pas d'intérêt quant à l'originalité de l'art. Bon, et bien c'est la même chose avec les photographes qui nous montrent les sempiternelles photos que vous avez déjà vues à droite, à gauche et au milieu, ou les gens qui font de la poésie, etc. Bon, c'est-à-dire, cette intériorité est souvent une intériorité de pacotille, pas plus, pas moins. Première réaction. Deuxième réaction qui me paraît la plus intéressante à approfondir, mais nous ne pouvons pas le faire ici, c'est que ce qui caractérise Internet, ce n'est pas l'image numérique et son mimétisme avec quelques réalités ou quelques phénomènes visuels qui soient, mais c'est le flux d'images. C'est que nous ne sommes plus face à une image, même à une collection d'images, nous sommes face à un flux. Et nous nous retrouvons dans la situation qui nous ébranle, qui ébranlait Héraclite, tout cool, n'est-ce pas, il y a 2500 ans, et qui nous ébranle aussi nous. Et c'est face à ce flux d'images qu'il va falloir se poser, se positionner. J'y répondrai pas, mais je ferai deux clins d'œil. Un premier, c'est un livre que je vais faire avec des amis, et je m'apprête à le proposer à Rodrigo d'écrire un long texte. Il publierait des textes qui feront environ 50 000 signes et qui s'intitulera Le flux d'images, et pour réfléchir là-dessus. Et deuxièmement, encore un clin d'œil à Rodrigo. Il y a 3-4 ans, j'ai fait dans son séminaire, un séminaire intérieur, sur ce que j'ai appelé le corps Internet, ayant publié un petit livre qui s'appelle Le corps Internet. Et donc ce flux d'images nous confronte aussi dans notre corps même, comment nous sommes non plus un corps parfois qui regarde ou contemple Internet, mais qui devient un corps Internet. On pourrait retrouver la question de notre ami à partir d'Aristote. En tout cas, on s'aperçoit qu'il faut absolument venir au colloque qu'organise Rodrigo demain, parce que là, on a vu quelques questions et nous allons voir quelques réponses demain et après-demain. Et encore merci à Rodrigo d'organiser tout cela. Je dirais pas demain, mais le texte qu'il a écrit en
argument est absolument magnifique sur cette notion de sillage. Ça me paraît très fort. Gracias, Valeria y François. Me parece que ya no la entiendo. Así que si hubiese, lo decía François hace un momento atrás, si hubiese alguna pregunta, inquietud, bueno, mañana, como saben, lo hemos comentado, continuaremos nuestra reflexión, el coloquio sobre la exterioridad, y François va a estar siempre disponible por si alguien quisiese conversar en un idioma intermedio, porque no habla español, pero puede ser Spanglish o algo así, o Franglish. Muchas gracias por haber venido y por favor les pedimos a François por un saludo.